Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais on n'avait pas envie que ça s'arrête. On serait resté là volontiers un peu plus longtemps. Mais ça continue, ça continue. La table ronde suivante, Madame Richard, qui va me rejoindre sur scène pour la présenter, avec les trois invités, qui seront Ama Kouevi, Agnès Buzyn et Daniel Benamouzig. Je la laisse bien sûr présenter sa table ronde et faire monter sur scène les trois intervenants. Je vous remercie. Bonjour à... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci Madame la Présidente et toute l'organisation de la FNEAD pour cette magnifique table ronde. Madame le Ministre, Monsieur Daniel Benamouzig et Monsieur Cuevas, je vous en prie. Kouevi, pardon. Alors, déjà, c'est une chance et je trouve que la transition est parfaite pour parler aujourd'hui d'un sujet qui nous interroge, qui bouscule notre quotidien, notre propre, j'allais dire, éthique, puisqu'aujourd'hui nous allons effectivement parler de l'éthique a-t-elle encore sa place dans la machine ? Vaste question. Qu'est-ce que l'éthique ? Qu'est-ce que la machine ? Nous avons entendu le professeur avec joie nous interroger profondément sur notre rôle humain. J'écoutais patiemment et avec beaucoup de précision les propos précédents de la table ronde. Est-ce que l'IA doit remplacer en fait le médecin ou est-elle complémentaire ? Est-ce que le médecin reste au cœur de la décision ou est-ce que l'IA va décider à la place du médecin ? Enfin voilà. Beaucoup de questions nous interrogent. Les avancées sont nombreuses, la technologie aussi. D'ailleurs, question éthique. La technologie doit-elle prendre la place de l'être humain ? J'entendais dans les bruits de couloir tout à l'heure certaines personnes dire, vous vous rendez compte, dans les diagnostics, l'IA fait mieux que le médecin. Et même avec le médecin, en plus du diagnostic, l'IA fait toujours mieux. Moi, je n'ai rien dit. Je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir garder toutes ces questions pour cette table ronde. Donc, je ne présente plus Madame le Ministre qui nous fait l'honneur d'être là, qui est également présidente aujourd'hui d'un think tank qui s'appelle Évidence. Je reprends vos propos où il me semble que vous aviez dit qu'il était temps de mettre la science au cœur du débat public. Madame le Ministre, je vous cède la parole. Pour vous, j'ai envie de commencer par une petite question. Qu'est-ce que l'éthique de l'IA ? Comment aujourd'hui vous concevez cette avancée technologique ? Est-elle plus bénéfique ou a-t-elle plus d'inconvénients dans notre société ? Merci beaucoup d'abord à la FNEAD, à Madame la Présidente et ses équipes d'être capable à chaque fois, chaque année, de renouveler ces moments de façon absolument extraordinaire avec des panels formidables. Je ne parle pas pour nous, mais ce que nous venons d'entendre, évidemment, et l'allocution de Raphaël Gaillard était passionnante. Et évidemment, je ne suis pas une spécialiste de l'IA. Par contre, je peux regarder ce que peut apporter l'IA avec les compétences qui ont été les miennes, c'est-à-dire celles d'un médecin engagé dans la recherche, d'une présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé qui a essayé d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, et puis celle d'une ministre qui a eu à penser le système de santé, son organisation. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer par quelque chose d'assez provocateur, mais est-ce qu'il est encore éthique d'imaginer continuer notre métier, nos métiers, qu'ils soient administratifs ou qu'ils soient médicaux, sans l'IA ? Alors, on reviendra sur les biais et les difficultés, mais objectivement, la médecine est une discipline excessivement compliquée, qui se complique de jour en jour, parce que les découvertes progressent à un rythme exponentiel. Et je ne sais pas quel médecin aujourd'hui, même ultra spécialisé, se sent complètement à l'aise face à un diagnostic difficile, face à la lecture d'examens complémentaires, la complexité en fait du raisonnement qu'il faut tenir devant certains malades. Et je dois dire que
pour avoir fait de la greffe de moelle pendant 25 ans, avec des malades qui avaient en moyenne 30 médicaments différents entre les anti-infectieux, les anti-rejets, etc. Je me dis que j'aurais bien aimé avoir une IA à côté de moi pour être sûr de me pointer les interactions médicamenteuses potentielles, pour ne pas oublier un diagnostic, pour ne pas... Et donc je pense qu'aujourd'hui, cet outil-là va sauver la qualité des soins, vu la complexité des pathologies. Ou en tous les cas, de la médecine et d'exercer la médecine aujourd'hui face à la complexité des malades. Ça, c'est un premier point. Alors ensuite, évidemment, il y a des risques, et on va en parler tous ensemble. Et si on pense à l'éthique de l'IA, moi, je vois 3 niveaux, en fait, qui me posent problème aujourd'hui, mais je ne suis pas spécialiste. Mais le premier, c'est l'éthique des données. Où est-ce que l'IA va chercher sa lecture? Quel livre elle lit? Je reprends les mots de Raphaël Gaillard. Où est-ce qu'elle va se nourrir? Eh bien, j'ai vu arriver un certain nombre de start-up chinoises avec de l'IA médicale. Moi, je ne sais pas sur quelles données médicales elle se nourrit. Et est-ce que les malades qui ont été traités l'ont été de façon éthique? Je ne sais pas. Et alors, c'est de la Chine et je veux pas... c'est peut-être pas le meilleur exemple, peut-être qu'il y a beaucoup d'éthique, je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, nous ne contrôlons pas la façon dont les données ont été procurées pour la lecture. Et autre constat un peu angoissant, c'est que la plupart des données scientifiques les plus robustes publiées dans les grands journaux médicaux ne sont pas en open source. C'est payant. Or, on sait très bien que la plupart des logiciels aujourd'hui ne veulent pas payer, ne veulent pas participer à la chaîne de valeur. Donc, ils vont se nourrir de données en open source. Ils vont se nourrir de données éventuellement de tout un tas de revues prédatrices absolument pas payantes, sans ce qu'on appelle la revue par les pairs, et donc de qualité assez médiocre. Et donc, je pense que ça pose un énorme problème de qualité de la donnée. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur les algorithmes, appelons ça l'outil mathématique qui permet ces connexions neuronales. Là, j'ai un deuxième souci, c'est que je ne sais pas à quel point, d'un médecin à l'autre, et la façon dont il va prompter la question, ou dont il va signaler ses symptômes, leur ordre, leur importance, si la réponse finale sera la même pour un même outil d'IA. La reproductibilité, aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de la tester. Pire encore, entre 2 outils d'IA différents, avec le même prompt, est-ce que nous avons les mêmes réponses? Évidemment pas. Et donc, on a quand même un enjeu scientifique derrière, de robustesse des modèles. Donc là, je pense que ce sont des sujets qui sont devant nous. Voilà, ça c'est vraiment... Et puis, le troisième et dernier sujet, c'est évidemment, une fois que tout ça est apparu sur l'écran du médecin, qui prend la responsabilité finale? Donc ça, c'est un problème plus juridique, évidemment, que éthique. N'empêche que c'est quand même la question qu'on va se poser tous les jours. Est-ce que je crois l'IA ou est-ce que je crois mon analyse? Et à quel point, à la fin, il va falloir que quelqu'un assume la responsabilité de tout cela. Voilà. Merci Madame le Ministre. J'en profite pour rebondir sur vos interrogations avant de céder la parole à Monsieur Daniel Menamouzig. Vous indiquiez donc que vous avez, pour reprendre vos propos, vous partez du principe qu'effectivement, le médecin, et je reviendrai sur l'IA Act, et j'essaierai d'apporter effectivement un bribe de réponse, le médecin ou l'homme avec un grand H reste le seul décisionnaire. L'IA, j'allais dire les systèmes d'intelligence artificielle venant compléter l'intelligence de l'homme, mais voilà, surtout dans les propos, ce qui, pour moi, est fondamental dans ce que vous venez d'indiquer, c'est qu'effectivement, on ne peut pas mettre l'IA, les systèmes d'IA aujourd'hui de côté pour la prévention, même dans le cancer, les IA de prédiction. On voit beaucoup beaucoup de réussite, beaucoup d'innovation dans la recherche, et ça serait fou de se mettre cette technologie à jour parce que l'inconnu fait peur. Donc, on replace l'être humain au milieu de la décision, il reste maître de la décision, c'est à lui de décider, malgré le diagnostic de l'IA, la décision qu'il devra prendre à l'issue pour tel ou tel diagnostic. Deuxième
propos sur la robustesse. Vous indiquiez, et là j'ai une petite interrogation. Alors je ne suis pas spécialiste des données de santé. En revanche, je sais que dans la salle, nous avons un spécialiste des données de santé. Mais l'interopérabilité des données en Europe est, à mon sens, pour répondre à votre crainte, je pense, un élément très protecteur, justement, pour éviter qu'effectivement les IA soient entraînées. En fait, elles sont entraînées. Alors après, qu'est-ce que l'éthique ? Et je laisserai monsieur Daniel Médamouzi y répondre. Mais l'éthique en Chine, pour répondre à votre question, déjà, quelle est la définition de l'éthique ? Parce que c'est une grande question. Mais l'éthique, pour reprendre vos propos, et peut-être que quelques personnes dans la salle ou à la prochaine table ronde, je crois avec David, on pourra y répondre. Je crois que les IA en Europe sont justement, en tout cas dans le domaine de la santé, puisqu'il y a 4 catégories d'IA, et dans le domaine de la santé, sur l'IA et la santé, effectivement, ça rejoint totalement vos propos. Je pense qu'aujourd'hui en Europe, grâce au travail que vous faites aussi, grâce au travail de tout le monde, on arrive on arrive à la protection de ces données-là, en tout cas dans notre périmètre. Monsieur Benamouzi, grand sociologue, je ne vous présente plus, directeur de recherche au CNRS, grand professeur à Sciences Po Paris. Pour vous, aujourd'hui, l'éthique a-t-elle toujours sa place dans la machine ? Pour vous, au regard de la sociologie, comment vous répondriez à cette question ? Quelle est la part de sociologie que doit prendre en fait l'humanité en compte pour éviter les dérives possibles de l'éthique, les dérives possibles des technologies, des nouvelles technologies, de l'IA à la place de l'homme ? Quel est votre regard de sociologue sur tout ce qui se passe aujourd'hui ? Vaste question, merci pour ces éléments. Déjà, beaucoup de choses ont été dites en fait cet après-midi, et Agnès Buzyn a déjà formulé pas mal d'éléments en fait qui balisent un petit peu cette réflexion-là. Alors moi, je suis pas médecin, je suis pas tellement spécialiste en santé, je travaille sur les politiques de santé et j'ai un regard effectivement qui est un petit peu sociologique, c'est-à-dire qui commence, comme certains des dispositifs qui ont été présentés tout à l'heure, par écouter en fait, par regarder, par constater, puis par essayer de produire des inférences sur la base de ces constats. Ce qui me frappe sur cette question un des éléments qui me frappe sur cette question de rapport entre intelligence artificielle, santé et réflexion éthique, c'est l'importance qui est donnée à ces questionnements éthiques, qui sont extrêmement présents. On pourrait dire que c'est très heureux, et ça l'est par bien des aspects, parce que les questions se posent sur les données, sur les usages, sur le consentement, sur les zones d'opacité. On voit bien que toutes ces questions-là sont extrêmement importantes et extrêmement nombreuses. Mais le point de vue du sociologue, si on peut dire, en tout cas un des réflexes qu'on a, il y en a peut-être 2 sur lesquels je ne commencerai pas à insister, c'est qu'on essaye donc de regarder, d'écouter, de collecter des sources d'informations diverses et variées. On essaye de les penser de manière assez contextuelle, plutôt que par rapport à des grandes problématiques générales ou qui ont cours aussi sur les questions d'angoisse technologique, de promesses technologiques, à l'inverse, etc. Donc plutôt de regarder les choses à un certain degré des pratiques, d'une part, et d'autre part d'essayer d'élargir en même temps, c'est un exercice un peu paradoxal, d'élargir en même temps le spectre de perception pour pas se laisser enfermer sur ce que l'on appelle parfois en sociologie un effet de cadrage, sur la manière dont les questions sont cadrées par la manière dont on en parle, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que les rapports entre éthique, santé, intelligence artificielle, c'est un cadrage extrêmement puissant, en réalité, de notre rapport à ces mêmes questions, l'intelligence artificielle, l'éthique et la santé. Tout ça pour dire qu'il y a probablement d'autres cadrages possibles, il y a d'autres enjeux possibles qui interviennent d'ailleurs dans les discussions qu'on peut avoir et qui débordent ces discussions en permanence. Des questions, on a parlé tout à l'heure de questions de souveraineté qui apparaissent de manière extrêmement crue. On n'est plus dans l'éthique, on est dans la géopolitique. Et on va voir, j'essaierai de l'illustrer tout à l'heure, qu'il y a toute une série de questions qui dépassent très largement la question de l'éthique et qui du coup amène à s'interroger sur quelle est la place exacte de cette question de l'éthique. Et j'aurais tendance à répondre, c'est
peut-être malheureusement une des questions les plus favorables sur l'usage de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on est sur un usage en faveur de la santé, donc un usage positif. En disant ça, on a en tête d'autres usages qui peuvent l'être beaucoup moins. Et on est dans des usages qui sont éthiques dans le domaine de la santé, où du coup, on dit en creux qu'il y a d'autres usages, même dans le domaine de la santé, qui est déjà un usage positif, des usages qui peuvent l'être beaucoup moins. Je pense qu'il faut être conscient en quelque sorte du fait que poser la question de l'éthique, de la santé et de l'intelligence artificielle, c'est aussi accepter de regarder de manière privilégiée certaines des questions sous un angle plutôt favorable, comme un best case, et qui ne doit pas dispenser, c'est peut-être ça un des premiers principes éthiques à retenir, qui ne doit pas dispenser de regarder des questions qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus délicates, beaucoup plus crues, on a dit tout à l'heure, des questions qui débordent en fait la question éthique, qui sont de ce point de vue-là, qui renvoient à une éthique sociale, qui renvoient même à une politique, voire une géopolitique, qui s'invite en permanence sur ces questions des rapports entre éthique et santé. Donc le premier point, ça serait peut-être d'interroger cet effet de cadrage par l'éthique en santé, avant évidemment de s'intéresser à ce qu'on peut y mettre et à son contenu. Merci. Et justement, pour creuser un petit peu ce point, parce que c'est fort intéressant, vous auriez quelques pistes à nous donner? Alors, des pistes, on peut partir de l'éthique telle qu'elle est pratiquée dans le domaine de la santé. Vous savez, dans le domaine éthique, il y a des grandes familles de pensée qui ont une histoire propre, qui ont des principes différents. Une des manières de poser ces questions éthiques, parmi d'autres, c'est d'opposer par exemple une éthique des vertus, c'est-à-dire une éthique des qualités personnelles, une éthique une forme de sagesse, de tempérance, de rapport à la pratique, à la prudence aussi, d'un côté, qui nous vient plutôt d'une tradition antique, qui nous vient plutôt d'une tradition aristotélicienne, pour faire un peu savant, et puis un autre type de famille de pensée qui est très utilisé dans le domaine de la santé, qui renvoie plus à une notion de principe de règles, de principes déontologiques, et qui a été formalisé, vous le savez, sur les questions d'éthique et santé autour des fameux principes, notamment de Beauchamp et Childress, de quelques principes autour de la bienfaisance, de la non-malfaisance, de l'autonomie, de la justice, ces 4 grands principes. Donc on voit bien la pertinence que ça peut avoir, juste simplement sur la notion d'autonomie. La présentation précédente l'illustre assez bien d'une certaine manière. L'intelligence artificielle peut renforcer l'autonomie, peut augmenter l'autonomie, mais elle peut aussi en même temps introduire des limitations, elle peut introduire des biais, elle peut introduire des formes d'addiction, elle peut introduire des éléments qui vont considérablement réduire en même temps cette autonomie. Donc juste pour signaler que ce principe-là, il a une complète validité pour interroger les mécanismes et les outils d'intelligence artificielle. Un autre principe, je ne vais pas tous les reprendre, ça serait un peu fastidieux, mais le principe de justice, par exemple. Les conceptions de la justice sont des choses très compliquées, mais on peut faire simple. Ça renvoie à des questions d'égalité ou d'équité ou de répartition de choses inégales dans une société ou dans un groupe humain. Les questions de l'intelligence artificielle posent ces questions-là, posent des questions de rapports inégaux entre des utilisateurs, selon leurs ressources, selon leur formation, selon leurs compétences, selon leur accès à l'information. Posent des questions peut-être encore plus crues, pour reprendre cet adjectif, entre des inégalités entre des utilisateurs et puis des concepteurs, où il y a des asymétries très très fortes aussi qui peuvent s'opérer sur ces questions-là. Et on pourrait multiplier à l'envi les enjeux qui se posent sur chacun des principes. Avec David Gruson qui faisait référence tout à l'heure, on a discuté, et à vrai dire surtout lui, cette question à la chaire santé, cette question de la garantie humaine, qui est une manière d'introduire un autre principe, un 5e principe, et d'autres introduisent encore d'autres principes. Je pense par exemple aux questions d'éco-responsabilité et de soutenabilité écologique. On est encore là dans un autre registre qui n'est pas réductible au cadre premier. Donc ça, c'est des manières où, à partir d'une réflexion éthique, on peut questionner de manière critique, de manière parfois difficile, certains de ces enjeux-là. On reste dans le cadre éthique. Il y aurait d'autres manières, je ne vais peut-être pas monopoliser la parole, de questionner ces principes-là et de les élargir pour essayer de toucher du doigt cette éthique sociale ou cette éthique politique à laquelle je faisais référence tout à l'heure.
Merci beaucoup. Nous avons retenu que c'était donc la recherche du juste équilibre. Et je fais directement le pont avec Monsieur Couévy. Merci pour votre présence. Vous êtes directeur de l'Institut français de l'expérience patient, je crois, depuis 2016, sauf erreur de ma part. Comme quoi, on peut encore garder des chiffres en tête. Et donc, du coup, effectivement, vous, votre cœur de métier, justement, il est avec, j'allais dire, au cœur de l'homme, au cœur du patient. Comment vous pensez concilier, en fait, quel est l'équilibre entre les nouvelles technologies, ou la nouvelle technologie, si on parle d'une intelligence artificielle, et les besoins, ainsi que toutes les composantes qui peuvent accompagner, effectivement, le patient tout au long, j'allais dire, tout au long de sa convalescence. Donc, vous, comment vous placeriez cet équilibre quelle est votre opinion sur ce qui bouleverse notre société aujourd'hui ? Alors tout d'abord, merci à la FNEAD et à Elisabeth Hubert de son invitation. Effectivement, je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'intelligence artificielle, à l'instar de mes co-intervenants, pas non plus un spécialiste de l'éthique. En revanche, je dirige une structure, vous l'avez rappelé, l'Institut français. Je me permets de rebondir, vous êtes un spécialiste de l'éthique. Bon. À votre façon. Je dirige donc depuis presque 10 ans, on fêtera les 10 ans de l'IFEP au mois de janvier prochain, une structure qui s'appelle l'Institut français de l'expérience patient et qui donc encourage les acteurs de santé à considérer la santé du point de vue des patients et des proches, considérer le parcours des patients du point de vue des patients, à considérer la relation de soins du point de vue des patients. Et effectivement, face au progrès technologique, et aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, à le considérer non pas globalement ou sur le plan institutionnel, mais là encore du point de vue de l'impact que cela peut avoir sur les patients. Donc par rapport à ce qui a été dit, et je ne veux pas reprendre les points importants qui ont été soulignés dans cette table ronde et puis dans les précédentes, moi je note deux choses en particulier. Je pense qu'on peut regarder la démarche éthique pour ce qu'elle est. Elle a des caractéristiques qui lui sont propres. Et en particulier, elle permet d'intégrer le point de vue des personnes concernées. Et je pense qu'un des premiers enjeux face à ce bouleversement qu'est l'introduction de l'intelligence artificielle, c'est comment on s'y adapte. Et l'éthique nous invite à faire participer, par exemple, les citoyens, mais en particulier les patients, pourquoi pas la conception des outils d'intelligence artificielle. Et je pense qu'on n'a pas les mêmes outils in fine quand on les a conçus en faisant participer des patients ou quand on les a conçus sans la participation des patients. La démarche éthique, elle est aussi un gage de transparence et d'imputabilité. Agnès Buzyn le disait tout à l'heure, comprendre comment la machine fonctionne, être capable de reconstituer ces algorithmes et la manière dont sont utilisés ces outils, c'est un gage aussi de transparence dans la communication vis-à-vis des patients. Et cette transparence, cette imputabilité est absolument essentielle à mes yeux. Faut considérer l'intelligence artificielle d'abord et avant tout, et ça a été dit, comme un bienfait, un bénéfice. On peut déjà observer que dans un certain nombre de situations, ça permet de libérer du temps. Ce temps, il serait éthique qu'il soit consacré à l'amélioration de la relation de soins, la relation des patients. Donc, justement, vous concrètement, dans votre de tous les jours, dans le quotidien, comment cela se traduit-il avec les patients grâce à l'intelligence, enfin au système d'IA? Ce qu'on voit déjà en particulier, c'est, je peux prendre l'exemple du diagnostic en imagerie. On sait que c'est une profession qui est plus particulièrement bouleversée par l'introduction de l'intelligence artificielle. Ce que les patients attendent de leur médecin radiologue, c'est bien sûr un diagnostic de qualité, et l'intelligence artificielle peut y contribuer, mais c'est aussi de la pédagogie, comprendre ce que va induire un résultat d'imagerie, et donc on peut se réjouir, je pense, d'un usage plus important de ces technologies. Les 3 points que je viens d'évoquer sont quelque part une façon d'aborder cette thématique de façon positive, de façon
en mettant l'accent sur les avantages, je pense que c'est aussi intéressant de considérer la démarche éthique sous un autre angle, qui est celui de la démarche protectrice des citoyens. Et de ce point de vue-là, on le sait, hein, il y a des risques qu'on cherche à éviter quand on parle d'introduction de l'intelligence artificielle. Un premier, c'est un risque de déshumanisation. Et moi qui suis un fervent défenseur de la prise en compte de l'expérience des patients, ce risque de déshumanisation, c'est un risque dont on souhaite d'abord et avant tout se prémunir. Il y a un autre risque qui est celui des biais et des inégalités. Ça a été dit, hein, on a des études notamment qui ont montré que l'usage de l'intelligence artificielle basée sur des données qui ne sont pas représentatives de l'ensemble des personnes concernées, ça peut avoir des effets pervers. Et enfin, il y a des enjeux de confidentialité des données également qui peuvent être traités par cette démarche éthique. Donc au total, la démarche éthique, c'est aussi un cadre qui peut s'avérer protecteur pour les patients. Et je pense qu'il faut considérer à la fois cette démarche protectrice et cette démarche pour les avantages qu'elle peut apporter dans notre système de santé. Merci beaucoup. Je vais laisser, du coup, il nous reste un peu de temps pour des questions effectivement dans la salle. Donc, si je dois résumer, effectivement, transparence, non-discrimination, robustesse pour éviter la fameuse boîte noire. Donc, sans éthique, la machine n'est qu'une puissance sans direction. Ça serait une belle conclusion. Il nous reste 10 minutes pour des questions. Alors, essayez d'être court dans vos questions et assez précis afin que les intervenants puissent y répondre. Alors, j'en vois une là-bas, monsieur. Alors, désolé, j'ai le... Et si vous pouvez vous présenter, effectivement, pour savoir à qui vous adressez. Docteur Daher, médecin à l'HAD Soins Services à Amiens. Vous avez présenté, Madame le Ministre, et puis votre dernier collègue, un nouvel aspect sur l'utilité ou la non-utilité d'utiliser sur l'aspect éthique l'intelligence artificielle. Je vous cite un livre d'un ancien collègue chirurgien, il y a 2 mois, Laurent Alexandre, qui a copublié un titre provocateur. Provocateur, mais ce qui provoque... Je suis désolée, monsieur. En fait, on a très peu de temps. Donc, si vous pouvez aller directement à la question afin que vos interlocuteurs puissent pouvoir y répondre et laisser la place à d'autres questions. Alors, ce titre provocateur est le suivant, et c'est ça la réflexion. Ne faites plus d'études. Donc, votre question, c'est est-ce qu'il faut faire des études ? Je laisse Madame le Ministre et notre collègue qui s'occupe des patients également y répondre. Merci. Je ne suis pas sûre que je vais répondre directement à cette question-là. Je pense que l'un des biais de notre discussion depuis tout à l'heure, et je voulais intervenir pour compléter ma réponse, c'est que nous parlons d'outils éminemment différents des uns des autres quand on parle d'IA. L'IA est une technologie, mais en réalité, il y a les IA généralistes, dont on voit bien les biais, les risques. Il y a aussi tout un tas d'IA très spécifiques qui sont développés dans nos hôpitaux par des équipes de chercheurs, etc., avec des données extrêmement robustes. On entendait l'équipe de Bordeaux tout à l'heure, les propres données hospitalières sur le flux de malades aux urgences. Et donc on voit bien que les problématiques éthiques, quand on les traite de façon très générale, ça peut faire un peu café du commerce, parce qu'en réalité, les problématiques vont être éminemment différentes d'un outil à l'autre. Et donc, je vais répondre à votre question. Les outils qui se développent en médecine aujourd'hui, ce ne sont pas des IA généralistes, ou très peu. Il y en a une, Open Medicine, je crois, aux États-Unis, qui est un outil d'aide au diagnostic qui repose sur les données issues des grands journaux américains, donc New England, JAMA, etc. Bon, donc il y a une robustesse des données derrière, elle aide au diagnostic, mais la plupart des IA qui sont en développement en médecine sont sur les parcours de soins, les alertes, le suivi des malades chroniques. Bon,
c'est un outil de plus dans la prise en charge et dans la qualité des prises en charge. Ça ne va pas remplacer les études de médecine. Ça va apporter ce qu'a apporté, ce que disait Raphaël Gaillard tout à l'heure, ce qu'a apporté la radiologie à un moment, ce qu'a apporté la biologie à un autre moment par rapport à la position des mains sur un ventre. Et donc ça sera un outil supplémentaire pour la qualité et la sécurité des soins. Et donc c'est pour ça que je pense que d'avoir une discussion très très généraliste sur l'IA trouve ses limites aujourd'hui quand on voit les outils qui se développent. Merci Madame le Ministre. Y a-t-il d'autres interrogations ? Oui, merci d'aborder ce sujet. En vous écoutant, et Agnès, vous avez évoqué le fait de votre expérience de recherche. Il se trouve que par le plus grand des hasards, hier, j'étais dans une structure où un laboratoire pharmaceutique évoquait la recherche sur un médicament très particulier qui ne comptait que quelques centaines de patients malades, ce que l'on connaissait, quelques centaines de malades à travers le monde. Et finalement, l'intelligence artificielle, l'exploitation des données, a démontré, en l'occurrence cette maladie, c'était au Mexique, qu'il y avait effectivement un nombre important de malades dans ce pays. Et en vous écoutant tout à l'heure sur la Chine, sur l'exploitation, on voit bien, vous êtes un représentant des patients au sens le plus large. Finalement, dans les études cliniques, où est-ce que l'éthique va se poser avec cette exploitation de données? Vous l'avez cité avec la Chine, et on sait y compris que certaines pathologies ne sont pas obligatoirement complètement développées de la même façon suivant les races. Désolé, ça ne se fait plus de le dire, mais c'est pourtant une réalité. Comment est-ce qu'effectivement on va pouvoir concilier ces données mondialisées avec l'éthique d'une utilisation qui peut ne pas tout à fait correspondre à des réalités de recherche et avec des potentialités qui vont être découvertes de maladies dont on n'a pas aujourd'hui idée et qui vont ainsi apparaître? C'est ce que disait mon collègue de gauche tout à l'heure. Ce sont des biais objectifs, en fait. Et on le sait en regardant les données américaines de recherche clinique aujourd'hui. On sait très bien que sur certains types de malades, la façon dont les médicaments vont agir, et même entre femmes et hommes, ne vont pas être les mêmes effets. Donc, effectivement, avoir des IA très généralistes dont on ne maîtrise absolument pas la source des données va créer un risque d'interprétation et des biais. C'est pour ça que, alors je suis désolée, c'est Mathusalem, mais enfin en 2017, Cédric Villani avait produit un rapport sur l'importance d'avoir des données souveraines, et notamment dans plusieurs secteurs, les transports et la médecine en faisaient partie. On a créé le Health Data Hub. Le Health Data Hub, il y a beaucoup de critiques aujourd'hui. Ça n'a pas. Le Health Data Hub, c'était le fait d'intégrer dans un seul cloud toutes les données de santé des Français, à la fois de la sécurité sociale, des hôpitaux, de la recherche clinique, etc. Il y a eu énormément de réticences, pour 1000 raisons. D'abord parce que le seul cloud qui était capable de recevoir ces milliards de données était américain, c'était Microsoft, donc on avait peur pour la confidentialité, donc bref, on a mis des clés de cryptage, etc. Et puis parce que, à l'époque, tout le monde s'est dit, non, les données, c'est une richesse, on va pouvoir les revendre et gardons chacun nos données. Donc les hôpitaux ont voulu garder leurs données, les promoteurs de recherche clinique ont voulu garder leurs données. Moralité, le Health Data Hub n'a jamais vu le jour, en tous les cas dans la dimension qui était la sienne, qui était d'avoir un outil souverain de données françaises, de malades traités par la médecine française, pour pouvoir développer des outils d'IA spécifiques à la façon dont nous exerçons la médecine. Je le regrette parce qu'entre-temps, l'IA s'est développée de façon exponentielle. Nous n'avons plus maintenant ce cloud de données souverain. Nous sommes obligés d'aller piocher par-ci, par-là, et on ne sait pas où. Et donc, c'est pour ça que je suis à la fois très inquiète des IA très généralistes et plutôt rassurée par les outils très spécifiques qui sont développés par des startups, notamment des startups françaises, parce qu'on maîtrise un peu plus les algorithmes et les données. Je vous rassure, Madame le Ministre. Alors, je rejoins Emmanuel Bacri tout à l'heure sur le Data Hub. Et aujourd'hui, ça fonctionne de plus en plus et la France reprend sa grande position au sein de l'Union européenne. Pas aussi vite qu'on le voudrait, mais elle prend sa place. Je pense que Monsieur Essurat pourra en parler tout à l'heure, effectivement. Mais il reprend sa place. Oui, bien sûr, allez-y, je vous en
mot pour répondre à Elisabeth Hubert. Moi, je crois qu'effectivement, ce qui est soulevé, c'est un problème de fond. Et ça donne d'ailleurs, pour en revenir au thème de notre table ronde, toute l'importance qui est une discussion éthique qui soit contextualisée, bien sûr, qui ne soit pas une discussion une bonne fois pour toutes et générale, mais qui soit contextualisée en fonction des usages que nous faisons de chacune de ces intelligences artificielles. Et il faut que cette discussion, elle soit tracée, qu'on en retrouve les termes de manière à ce qu'on puisse, dans les contextes d'usage, retrouver les tenants et les aboutissants de cette discussion éthique. Vous auriez sûrement quelque chose à rajouter. Peut-être juste pour ajouter, dans le contexte un peu généraliste dans lequel on se trouve pour échanger, avec cette idée un peu de décentrement. Il y a peut-être deux idées sur ce décentrement quand on parle de santé. On voit bien l'utilité et elle est mise en avant, y compris parce qu'elle a une valeur clinique, y compris parce qu'elle a une valeur économique. Il y a des gens pour la défendre. Mais on ne peut pas s'empêcher, c'était fait dans certaines des interventions précédentes, sur le fait que la santé, c'est aussi parfois des formes de détérioration de la santé mentale, du rapport à nos addictions, du rapport à nos écrans. Il y a une perspective de santé publique qui me semble indispensable aussi de prendre en compte dans un contexte de généralisation de ces outils et qui, me semble-t-il, fait complètement partie du sujet. Et si on élargit encore un petit peu plus la focale, où on n'est plus simplement dans l'univers de la santé, et on est dans un univers qui est un peu plus large, qui est celui de la société, ça renvoie aussi au choix qu'on fait. Choisir le développement de l'intelligence artificielle en santé, in fine, c'est faire des choix d'investissement, que ce soit pour le Health Data Hub ou pour d'autres formes d'investissement. On en est tous conscients. Certains d'entre vous sont des entrepreneurs, sont dans une logique évidemment extrêmement aguerrie sur ces questions-là. Mais qui dit un choix d'investissement dit une élimination d'autres types d'investissements. Il faut faire attention parce que, et ça a été dit aussi dans la présentation de Raphaël Gaillard tout à l'heure, investir dans ces domaines-là, c'est accepter de moins investir dans d'autres domaines. Et donc, il faut trouver les bons équilibres et de ne pas se retrouver dans une situation où on laisse se détériorer des questions de rapport à autrui, de rapport à la chose publique, de rapport aux politiques, où on voit se développer des formes de polarisation qui vont même empêcher de faire ces choix-là à un moment donné, tellement la machine va s'enrayer. Et donc, il faut être aussi attentif à ces éléments-là. C'est ça, me semble-t-il, une éthique qui va au-delà, en quelque sorte, du rapport immédiat à l'utilité, quelle que soit la manière dont on la qualifie. Moi, j'ai une crainte, c'est qu'on coexiste, non pas entre intelligence humaine et intelligence artificielle, mais qu'on coexiste entre intelligence artificielle et bêtise artificielle. Une forme de bêtise qui est construite par des usages immodérés, incontrôlés, peu éthiques. Et voilà, je ne crois pas faire des prophéties, je crois juste regarder mon époque, et vous pouvez le faire avec moi, et à peu près de la même manière. On est confronté aujourd'hui à ça, et ça risque d'être plus que le grain de sable qui risque d'enrayer la machine et des magnifiques promesses sur le plan médical qui existent, dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, mais qui ne composent pas l'ensemble du tableau. Merci beaucoup à vous trois, Madame le Ministre, Monsieur Benhamouzig, Monsieur Couevi. Je pense qu'on peut les applaudir. Je remercie encore la FNEAD. Alors, je crois qu'il y a une pause, sauf erreur de ma part. Absolument, une pause et on se retrouve à 17h pour la poursuite de l'après-midi. Je vous remercie.